Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres des milliers de drapeaux, des feux d'artifice, des rues noires de monde. Les Libyens célèbrent les 3 ans du début de la révolution dans une ambiance festive, une ambiance qui tranche avec la réalité du pays entre attentats, insécurité et profonde division régionale. Le procès Simbi Kangwa, premier pour génocide en France, entre dans sa 3e semaine. Pour en parler, notre invité Marcel Kabanda, il vient de publier avec Jean-Pierre Chrétien un ouvrage sur le génocide et son idéologie, une idéologie qui perdure dans la région. Il s'appelle Nathnaël Berané, il est érythréen et s'entraîne pour participer au Tour de France. C'est la révélation du récent Tour du Gabon. Nos reporters l'ont suivi sur les routes de Vendée, dans l'ouest de la France. Son portrait à la fin de cette édition. Il y a tout juste 3 ans, quelques dizaines de personnes commençaient à manifester dans l'est de la Libye, près de Benghazi. La colère a progressivement contaminé tout le pays, cédant la place à une guerre, puis à l'intervention internationale qui a chassé Mouammar Kadhafi du pouvoir. Les célébrations ont démarré dès hier soir en Libye, des commémorations qui ont du mal à faire oublier les immenses défis du pays, insécurité ou encore menaces de partition. Le récit de Ketevan Korgestani. Ambiance de fête à Tripoli pour les 3 ans de la révolution. Le drapeau libyen est partout, dans les rues, sur les murs et chez les petits commerçants. La population ne se lasse pas de célébrer la chute du régime de Mouammar Kadhafi. J'ai attendu ce jour en comptant chaque minute et chaque seconde. Je suis heureux d'avoir vu cette révolution mettre fin aux tyrans et aux humiliations. Et si Dieu le veut maintenant, le pays va retrouver la paix. Dimanche soir, la place des martyrs de Tripoli était noire de monde. Entre amis ou en famille, tous sont venus faire la fête et assister au feu d'artifice. Pour moi aujourd'hui, c'est une immense joie. Cela me rappelle les moments de notre libération, des moments inoubliables pour le pays qui seront inscrits dans l'histoire pour les générations à venir. Mais derrière les manifestations de joie, une autre réalité se cache. Depuis la Révolution, le pays est plongé dans le chaos avec une profonde crise politique et une insécurité persistante. En septembre 2012, une attaque visant le consulat américain de Benghazi a fait 4 morts, dont l'ambassadeur des États-Unis. Et Tripoli n'est pas épargnée par l'insécurité. Autant d'éléments qui nourrissent les incertitudes quant à l'avancée du processus constitutionnel et à l'organisation d'élections générales. Au Mali, on l'a appris aujourd'hui, 3 roquettes ont été tirées sur Tombouctou, dans le nord-ouest du pays, dimanche soir. Elles sont tombées non loin de l'aéroport. Une attaque attribuée aux terroristes islamistes selon une source militaire malienne. Jeudi dernier, c'est Gao, la plus grande ville du nord Mali, qui avait été touchée par 2 tirs de roquettes qui n'avaient pas fait de victimes. Les homosexuels n'auront eu qu'un bref répit en Ouganda. Après avoir fait marche arrière il y a quelques semaines, le président Museveni annonce finalement qu'il va promulguer une loi réprimant sévèrement l'homosexualité. Le président américain, allié clé de Kampala, a immédiatement exprimé son inquiétude. Entre pression internationale et nationale, Yoweri Museveni semble finalement avoir tranché. Les précisions de Sarah Sako, notre correspondante à Kampala. Visiblement, le président Museveni a donc cédé aux pressions qui étaient très importantes de son parti, le NRM. Le NRM qui a porté ce projet de loi et l'a défendu devant une opinion publique, il faut bien le dire, très favorable au texte. L'autre groupe de pression, eh bien, ce sont bien sûr les groupes religieux. Vous savez qu'ici en Ouganda, les born again, comme on les appelle, ces églises évangélistes inspirées du protestantisme américain, ont pignon sur rue et bien souvent, dans ces églises, on prône des doctrines très homophobes. De son côté, le président Museveni a lui justifié son geste et ce retournement de situation sur la base d'un rapport scientifique réalisé à sa demande par le ministère de la Santé ougandais, rapport qui s'est penché sur le sujet donc et qui a conclu que non, l'homosexualité n'était pas génétique, autrement dit que les homosexuels étaient responsables de leurs actes et donc à ce titre-là condamnables. Ici en Ouganda, les militants pro-gays, les militants du droit des minorités sexuelles ont réagi, se sont dit très choqués évidemment, très inquiets également. Je vous propose d'écouter la réaction de cet activiste. J'ai été choquée et très inquiète. Les gens s'emparent déjà de cette loi. Ils pensent que, comme le président a dit qu'il allait la signer, c'est déjà une loi. Les gens commencent à agir. La situation empire. Donc s'il la signe, nous n'aurons plus de vie.
Rappelons que ce texte est l'un des plus sévères en la matière en Afrique, aux côtés de pays comme le Nigeria également. Il prévoit notamment la prison à vie pour les récidivistes et également la criminalisation de la promotion de l'homosexualité, ce qui revient en fait à condamner les associations pro-gays ou encore les groupes de parole qui s'expriment sur ce sujet. Et on va s'arrêter à présent sur le procès Simbi Kangwa qui a débuté il y a tout juste 2 semaines. Cet ancien capitaine rwandais est poursuivi en France pour participation au génocide. C'est le premier procès du genre dans l'Hexagone. Avec nous pour en parler, notre invité Marcel Kabanda. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président d'Ibuka France, l'association de rescapés du génocide. Et vous avez écrit un livre dont on va parler dans un instant. Mais vous suivez ce procès quasiment au jour le jour. Alors aujourd'hui, il y a des anciens patrons de Pascal Simbi Kangwa, mais aussi un ancien ambassadeur belge qui ont été entendus. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée d'audience ? Oui, ce que j'ai retenu de cette journée, c'est qu'on passe du procès d'un homme et finalement on apprend quelque chose du régime. On apprend qu'en 92, en réalité, ce régime met en place des réseaux parallèles et qu'il bascule réellement dans la guerre raciste et décroche de la guerre classique. Et que Abdaliman est au centre du dispositif, qu'il utilise un double langage, comme le dit l'ambassadeur Swinen, et que on voit très bien ce qui se passe d'ailleurs en 92, les massacres des Bagogwe. On pense que l'ambassadeur Swinen estime que Pascal Simbi Kangwa fait partie des auteurs de ces massacres-là. Donc il y a un décrochage. Ce régime-là bascule véritablement vers la guerre raciale, vers la guerre raciste. Cette guerre raciste, cette idéologie du génocide, vous en parlez justement dans cet ouvrage que vous publiez avec Jean-Pierre Chrétien. Vous êtes historien également, donc Rwanda, racisme et génocide, l'idéologie hamitique. Alors en quelques mots, cette idéologie, elle remonte au 19e siècle où il y avait une classification des races qui était faite à cette époque-là par plusieurs penseurs partout dans le monde. Et pour ce qui est du continent africain, on classait finalement en gros entre de vrais nègres et de faux nègres, parmi lesquels notamment les Tutsis. Vous avez tout dit. Nous avions déjà produit un livre qui s'appelait Rwanda, les médias du génocide. Et dans ce livre, on voyait très clairement que l'idéologie en cours au Rwanda était une idéologie raciste. Maintenant, nous avons voulu aller plus loin, retrouver dans la littérature du 19e siècle, en fait, des éléments sur cette région-là. Eh bien, cette région relève comme d'un fantasme. Donc, alors qu'on voit d'ailleurs, je vous interromps quelques secondes, l'extrait d'un film de la période coloniale où on a vu justement, c'était un film qui glorifiait notamment cette population Tutsi à l'époque. C'est les mines du roi Salomon. Oui, tout à fait. Et donc vous disiez donc cette idéologie, vous êtes remonté aux origines de cette idéologie. Aux origines de cette idéologie, traditionnellement on pensait que les Africains étaient des enfants des fils de Cam, donc le maudit, et que donc ils étaient ayant été maudits parce que leur père avait regardé la nudité de son père, ils étaient maudits, donc ils étaient incapables de rien. Ceci justifiait la traite des esclaves et plus tard la colonisation. Mais quand ils arrivent en Afrique, qu'ils commencent à trouver qu'il y a des sociétés qui sont relativement bien organisés, ils sont surpris et donc ils disent que les auteurs de cette organisation ne peuvent pas être des Africains. Donc on assiste au blanchiment du fils de Cam. On voit bien l'Égypte, on dit non, c'est pas les nègres. Donc il doit y avoir des auteurs de cette civilisation doivent être venus d'ailleurs et on situe les origines au Proche et Moyen-Orient. Et donc ça va se retourner contre effectivement cette population Tutsi au Rwanda. Et un mot très important pour terminer, ce qui vous inquiète, vous et Jean-Pierre Chrétien notamment, c'est que cette idéologie, elle perdure encore aujourd'hui, au Congo notamment. Oui, après le génocide, c'est comme si le génocide avait démontré que cette race existait. Et au Congo, on a bien entendu des appels à se débarrasser de ces Tutsis avec les femmes qui apportent le sida et de les renvoyer chez eux, en Somalie, en Égypte et ailleurs. Et on voit d'ailleurs le rapprochement qui est fait entre la situation des Grands Lacs et celle de la Palestine. Donc, on pense que ce sont les Américains et la monarchie d'Angleterre qui soutiennent les Tutsis comme ils soutiennent l'État d'Israël. Merci beaucoup Marcel Kabanda d'avoir été notre invité dans ce journal de l'Afrique. Et on va passer pour terminer au portrait de cette édition. Il a été élu sportif africain de l'année en 2013. Le mois dernier, il a remporté la plus importante course d'Afrique, le Tour du Gabon. L'Érythréen Nathanaël Berhane est le grand espoir du cyclisme africain. Il a été recruté l'an dernier par l'équipe Europcar Evi en Vendée, dans l'ouest de la France. Nicolas Germain et Roméo Langlois l'ont rencontré. Voici ce reportage.
La Vendée se trouve à 5000 km d'Asmara, la capitale de son pays. C'est pourtant ici que le cycliste érythréen Nathanaël Berhane, 23 ans, a élu domicile, recruté au sein de la prestigieuse équipe Europcar. C'est un bon grimpeur venu d'un pays montagneux. Il s'entraîne plusieurs heures par jour sur ces routes vendéennes, souvent pluvieuses, avec un rêve en tête. Je sais que je dois travailler dur si je veux gagner le Tour de France. Nathanaël habite en France depuis 1 an et ce n'est pas toujours facile. Le plus dur vraiment, c'est de vivre loin de ma famille. Après l'entraînement, Nathanaël inspecte l'atelier de l'équipe, où les mécaniciens bichonnent des vélos à 8 000 € qui pèsent moins de 7 kilos. J'avais été autour du Gabon déjà depuis, je suis allé 4 fois, entrecoupé en fait, et on l'avait vu à plusieurs reprises. Déjà, on voyait qu'il c'était un bon coureur. Le mois dernier, Nathanaël a été le premier Africain à remporter le Tour du Gabon, la course la plus importante du continent. Son directeur sportif, Jean-René Bernaudot, se dit fier d'avoir recruté un Érythréen dans un sport qui compte encore très peu de cyclistes africains. Nathanaël, normalement, doit être une locomotive pour que demain, il y ait beaucoup de coureurs en Afrique qui se disent quand on veut, on peut. J'espère qu'il fera une grande carrière parce qu'il y aura des conséquences. Il y aura vraiment beaucoup de conséquences. Il y aura beaucoup d'émulation, beaucoup de jeunes coureurs en Afrique qui diront je veux être comme Nathanaël Berhane. Dans une pièce aux allures de chambre d'étudiant, Nathanaël reste en contact avec ses proches grâce à Internet. Pour l'instant, il se dit comblé. J'ai beaucoup de chance d'être un cycliste. J'aime de plus en plus mon métier. Je suis devenu professionnel, je suis heureux et chanceux. En réalité, s'il est ici, ce n'est pas par chance, mais bien le résultat d'un travail rigoureux. À l'horizon, l'espoir de briller un jour dans la plus grande course du monde, le Tour de France. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous tout de suite. Aude Le Christ revient pour la suite de Paris Direct.